monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine. Et aujourd'hui, je suis avec Déborah Saint-Victor et de la communauté et on va apprendre à la connaître aujourd'hui. Alors, bienvenue au studio, Déborah. Merci. Merci d'avoir accepté. Alors, écoute, on veut apprendre à te connaître. Tu es dans la région de Sudbury, qui est dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, commence avec ton lieu de naissance, ta famille, tes sœurs et frères. Bien, moi, je suis une petite fille du Québec. Donc, mes parents sont arrivés au Canada d'Haïti dans les années 70. Ils ont fait leurs études universitaires et je suis née à Montréal, dans le quartier italien. Donc, j'ai fait toute mon éducation à Montréal. Et je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir 3 frères et sœurs qui me suivent. Et c'est ça, chemin allant, bon, mes parents, bon, comme un peu dans toutes les familles, ont vécu une séparation. Et donc, j'ai grandi avec une maman au foyer, monoparentale. Donc, tout dans ma vie, j'ai pris des grandes responsabilités en tant qu'aînée. Mais je regrette rien aujourd'hui parce que ça a développé chez moi des qualités très importantes. Et dans mon parcours scolaire, académique, j'ai toujours eu des mentors qui m'ont accompagnée sur le chemin de la vie. Puis ça a été très important, surtout quand vous êtes un enfant dans un foyer monoparental, la figure paternelle n'est pas là. Donc, on a besoin des gens qui nous encadrent, qui nous dirigent, qui nous conseillent. Et ma maman a été choyée parce que j'ai toujours eu des professeurs qui m'ont traité comme leur enfant. Comme leur fille. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ces gens qui ont été un vent dans mes ailes, dans ma vie. Wow, alors tu dis le quartier italien, est-ce que tu parles un peu l'italien? Pas vraiment, pas vraiment. Mais j'aime beaucoup la nourriture italienne par contre. Alors, évidemment, tes parents viennent d'ici, ta langue maternelle est français, évidemment. Est-ce que tes parents parlaient le créole? Bien oui, dans le temps de mes parents, Haïti, la langue officielle, c'était le français. L'éducation a été faite à l'époque en français. D'ailleurs, il y a beaucoup de frères et de sœurs catholiques qui sont venus en Haïti pour aider dans l'éducation en français. Donc, à la maison, c'était le français. Bon, c'est sûr, quand maman était fâchée, elle parlait le créole. Hein? Quand on est fâché, hein, la langue maternelle ressort rapidement. Mais oui, on avait une bonne base en français à la maison. Alors, ta formation professionnelle, tu dis que tu as fait toutes tes études à Montréal. Dans quel domaine as-tu étudié? Écoute, j'ai pas un parcours linéaire. J'ai étudié plusieurs choses. Alors, à ma sortie du secondaire, j'ai étudié les soins infirmiers. Ensuite, j'ai un parcours que j'ai fait à l'extérieur du pays. On va en parler peut-être un peu plus tard, où j'ai enseigné le créole dans un contexte humanitaire. Et ensuite, à mon retour, j'ai fait un certificat comme secrétaire médicale. Et j'ai travaillé pendant des années dans un milieu hospitalier, à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, dans le domaine pédiatrique. Et j'ai aussi appris la bureautique et j'ai enseigné la bureautique et je le fais jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai un beau parcours qui m'a amené en communication et c'est ce qui m'a amené comme journaliste. Donc, je n'ai pas un parcours linéaire, mais j'ai toujours fait ce que j'aimais par contre. Tout ce qui me passionne, j'ai toujours fait ça dans ma vie. Alors, avant d'aller à ton travail actuel et qu'est-ce qui t'a amené à Sudbury, retournons à ce que tu viens juste de dire. Tu dis à un moment donné que tu es partie pour retourner ici. Parle-moi de ça. Eh bien, j'ai voulu porter concours à une campagne d'alphabétisation qui se passait en Haïti sous le président Aristide. Donc, comme je viens de le mentionner, la langue maternelle, c'était le français en Haïti, une des langues officielles. Mais il y a une campagne qui a été faite pour qu'on enseigne le créole dans les écoles. Alors, j'ai décidé d'aller en Haïti à cette époque, c'était en 2004. Et là, j'ai enseigné pendant près de 7 ans le créole à des enfants, à des adultes,
à des gens qui étaient analphabètes. En 2010, j'étais là lors du tremblement de terre dévastateur et j'étais à Miragouane, une ville à peu près à 2h30 de Port-au-Prince en auto, où il y avait l'épicentre. Et j'ai vécu avec les gens, les Haïtiens, mon peuple, des moments très difficiles. Et je suis restée près d'1 an après l'événement. Et à mon retour en 2011 ici, au Canada, j'ai décidé d'écrire une mémoire de mes yeux d'une Canadienne, comment j'ai vécu cette journée, premièrement, le 10 janvier, et comment est-ce que j'ai accompagné mes élèves à travers cette épreuve. Justement, je suis contente que tu nous as apporté ton récit autobiographique. Oui. Alors, on va justement l'afficher à l'écran. Parle-moi un peu davantage parce que j'ai travaillé l'alphabétisation des adultes moi-même, parle-moi de ton expérience, surtout les enfants, surtout les adultes. Comment tu as vécu ça? Bien, quand on vient du Canada, on prend des choses pour acquis, parce qu'on a l'éducation gratuite et donc on va à la maternelle, au primaire, donc ça roule. Mais ce n'est pas le bien pour tout le monde dans tous les pays. Et lorsqu'on arrive dans un pays où c'est une femme qui a élevé 7 enfants, qui a 60 ans, puis qui est obligée de faire un X pour signer son nom quand elle va à la banque, par exemple, bien, ça vient nous toucher. Puis on dit, écoute, apporter, même si on ne peut pas faire beaucoup, mais lui donner cette liberté d'expression qui est l'écriture, ça va l'aider. Alors, j'étais vraiment dévouée à aider ces femmes à en savoir un peu plus. Et c'était quand même pas évident parce qu'il fallait que je m'adapte à leur horaire, parce que moi, je venais après la journée. Parce qu'ils avaient une famille, il y en a qui avaient plusieurs enfants, il faut faire à manger, puis la nourriture, c'est pas comme ici avec les épiceries. Moi, j'étais en campagne, donc des fois, il faut tuer le poulet le jour même, ou il fallait au marché. Le marché n'était pas tous les jours. Donc, si le cours était un mercredi, il y avait le marché à Port-Salut, où j'étais dans le sud du pays. Bien, il y avait le marché le mercredi et le samedi. Donc, le mercredi, ils ne vont pas manquer le marché. Donc, c'est moi qui prenais le bord, comme on dit. Mais il fallait s'adapter puis comprendre que c'était le quotidien des gens. Puis, il fallait respecter le quotidien et s'adapter à leur façon de vivre. Parce que quand ils venaient en classe, l'après-midi ou le soir, ils avaient la joie, ils étaient contents. Donc, c'était ma satisfaction. Est-ce que le gouvernement, à ce moment-là, fournissait le matériel que vous aviez besoin pour alphabétiser? Moi, je travaillais avec une organisation et le matériel était fourni. Mais c'était le matériel de base. Ici, on se complique beaucoup la vie, mais là-bas, avec des choses très simples, on fait des grandes choses. Donc, tableau, craie, un cahier avec des crayons, puis le manuel pour les aider à apprendre à lire. Et tu faisais tes propres activités avec eux et tes propres leçons. Voilà. Juste une anecdote ici. Moi, j'ai évidemment, comme j'ai dit, j'ai travaillé en alphabétisation des adultes. Et malgré le fait que c'est au Canada, j'avais une dame de 65 qui, elle aussi, signait avec un X. Et elle avait acheté une carte de fête pour sa petite fille. Puis elle m'a dit, Yolande, peux-tu relire ça? Mais malheureusement, c'est une carte de condoléances. Oh. Alors, on prend pour acquis, mais quand même, cette génération-là, parce qu'il fallait qu'elle aide sa mère à élever la famille, etc., alors, elle n'avait jamais eu la chance d'aller à l'école. Alors, je comprends exactement ce que tu as vécu, même si c'est un différent pays. Alors, très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Sudbury? Bien, c'est le travail. J'ai une carrière comme journaliste depuis près de 4 ans maintenant. J'ai fait 2 ans à Toronto et après, j'ai eu un contrat à Sudbury, ce qui m'a amené dans le nord de l'Ontario. J'aime beaucoup le nord de l'Ontario parce que c'est beaucoup de forêts, de lacs. Et contrairement à certains endroits au Québec, ici, il y a beaucoup de choses de gratuit. On n'a pas besoin de payer pour en bénéficier. Donc, j'apprécie beaucoup l'été, les marches dans les sentiers ici autour de l'Université Laurentienne. Là, c'est merveilleux, c'est super beau. Oui. Puis évidemment, tu étais habituée à la neige. Exactement. Née à Montréal. Exactement. Alors, dis-moi, dans ton domaine, quelles compétences
crois-tu, est la plus importante? C'est une question très intéressante parce que les réponses peuvent varier selon les gens. Moi, je suis une personne très humaine, très à l'écoute. Le contact avec les gens, c'est très important pour moi. Donc, je vais beaucoup mettre l'écoute attentive. Et je suis journaliste, oui. La nouvelle, c'est important pour moi, mais les gens sont encore plus importants. Donc, je vais traiter la nouvelle, mes entrevues différemment peut-être que d'autres personnes. Donc, peut-être le fait que j'ai travaillé à l'hôpital, dans la relation d'aide, ça a éveillé des choses chez moi que je vais appliquer dans le journalisme. Mais moi, pour moi, chaque entrevue, c'est important, quel que soit le sujet. J'accorde beaucoup d'importance au fait qu'une personne me fait assez confiance pour pour s'ouvrir, donner son opinion, quelle que soit, même si c'est une opinion en colère ou des émotions, mais quand même, elle me fait assez confiance pour la partager avec moi. Alors moi, je ne prends pas ça pour du cash. Au contraire, j'accorde beaucoup d'importance à cela. Si je dois annuler une entrevue, et pour moi, c'est la mer à boire pour moi. Parce que je me dis, cette personne a pris son temps, peut-être qu'elle a pris congé de son travail ou elle aurait pu faire d'autres choses. Donc, je trouve que même si on doit traiter la nouvelle d'une façon objective, parce qu'en tant que journaliste, on n'a pas le choix d'être objectif. On doit se détacher un peu du sujet. Mais par contre, on ne doit pas trop se détacher de l'humain. Parce qu'à la fin, on est tous des êtres humains, hein, avec les mêmes sentiments. Bien, j'étais quand même témoin de ça, Déborah, quand on a fait... tu étais là, présente à la messe de canonisation de Carlo Acutis et de Pierre Georgiou, et aussi lors de l'exposition. Dans ce temps-là, c'était le Bienheureux Saint-Carlo, mais le Bienheureux Carlo Acutis, maintenant, est saint. Alors, j'ai pu voir définitivement ce côté humain. Alors, je te remercie pour ça. Alors, tu parlais de gens qui t'ont influencé dans ta vie, mais est-ce que tu peux particulièrement me donner un événement autre que, évidemment, ton vécu ici, je comprends ça. Est-ce qu'il y a un événement dans ton enfance, dans ta vie, une personne qui t'a influencé professionnellement et personnellement? Oui, je peux remonter très loin. Donc, c'est peut-être quand j'avais 8 ans, 9 ans. Je me répète un peu, mais ma maman était monoparentale et on était 4 enfants. Elle n'avait pas vraiment le temps de nous faire réciter les leçons. À cette époque, dans les années 80, on devait réciter les leçons devant le professeur. C'était une pratique. Oui. Et maman, elle n'avait pas le temps parce que le soir, quand elle rentrait à la maison, il fallait faire manger, préparer les boîtes à lunch, bref. Elle avait toutes les bonnes raisons de ne pas avoir le temps. Et alors, quand je devais réciter mes leçons, écoute, c'était défaillant, là. Je n'étais pas bonne du tout. Puis, le lendemain, à l'école, quand je devais réciter devant la classe, je tremblais parce que je n'avais pas appris mes leçons comme il faut. Et il y avait une professeure qui s'appelait Micheline, mais elle a vu quelque chose en moi. Puis, je me rappellerai de cet appel. Elle a appelé ma maman. Puis cette journée, je pense que je pleurais parce que je pense que j'avais pas bien récité mes leçons. Et elle a demandé à ma maman, pourquoi est-ce que Déborah pleure? Puis ma maman m'a expliqué, elle ne connaît pas ses leçons, j'ai pas le temps. Elle a dit, OK, Madame Saint-Victor, après les cours, après les classes, Déborah va rester avec moi 30 minutes et je vais lui faire apprendre ses leçons. Oh. Et Madame Boileau, Micheline Boileau, elle a pris le temps, non, je reprends, c'était Micheline Paquette, elle a pris le temps de faire cela avec moi pendant 1 mois. Et j'ai été pendant 3 semaines, presque 4 semaines, l'élève de la semaine. Oh. Parce que j'avais 100% pour la... Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est que des fois dans la vie, il faut encadrer des gens. Il faut regarder le potentiel chez les gens. Et des fois, les gens ont juste besoin qu'on leur tende une main, pas 2, une main. Puis après, ils font le reste par eux-mêmes. Et depuis ce jour-là, au fait, ma mère n'a jamais eu à me faire faire mes devoirs. C'est comme si elle a éveillé quelque chose en moi, elle m'a redonné une confiance. Puis je me suis dit, ah oui, je suis capable. D'ailleurs, à cette époque, on donnait des macarons aux élèves. Oui. Puis j'avais un macaron, puis j'ai encore la photo qui dit, je suis capable. Et je l'ai porté pendant 4 semaines. Et c'est drôle comment ce macaron peut faire naître quelque chose chez un enfant.
C'était pas un téléphone, là, c'était pas un jouet. C'était juste un macaron. Mais ça se promenait entre élèves. Puis on travaillait pour avoir le macaron. Ouais. Donc, j'ai une belle pensée pour cette femme. Je ne sais pas si elle est encore vivante, mais elle a éveillé quelque chose en moi. Puis j'ai eu comme ça dans ma vie des gens. Je me rappelle, j'avais un directeur au secondaire qui, ma maman avait des difficultés. Alors, ce qu'il a fait pendant l'été, il m'a fait venir, il m'a fait accompagner les secrétaires avant la rentrée des classes. Ah oui. Donc, peut-être pendant le mois de juillet, fin juillet, mi-août. Mhm. Puis là, j'aidais au classement des dossiers. Puis là, les secrétaires me disaient, fais ça, pour préparer la rentrée scolaire. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je sois devenue secrétaire plus tard. L'organisation, la Exactement. planification. Donc, il ne faut pas avoir peur d'encadrer nos jeunes, les enfants, surtout quand on sait qu'ils viennent des foyers un peu difficiles. Tout le monde a un potentiel en soi. Il faut juste qu'on ait du vent dans nos ailes pour qu'on puisse voler comme des papillons, quoi. C'est exactement le premier rôle d'un professeur, c'est de développer le potentiel pour donner la confiance aux enfants. Oui. Hein, parce que, et surtout de nos jours, avec toutes les... Ils sont distraits de tellement différentes façons. Alors, wow, très belle Ouais. histoire. Est-ce qu'il y a une devise que tu tiens à cœur? Est-ce que tu as quelque chose qui t'inspire? J'en ai plusieurs, mais une que je retiens, c'est tout le monde peut trouver le mauvais chez quelqu'un. Mais il dit, soyons ceux et celles qui trouvons l'or. Donc, c'est facile ça saute aux yeux les défauts, mais moi, je me fais toujours un devoir de regarder derrière le défaut, parce qu'il y a quelque chose. Puis ça me fait penser à un exemple que ma grand-maman m'avait donné. C'est une illustration qui a marqué ma vie, au fait. C'était un veuf qui avait un chat. Puis le veuf aimait son chat, puis le chat aimait son maître. Mais un jour, le chat était en crise, il était en douleur. Alors là, le veuf, il appelle sa fille, il dit, viens me chercher, il faut amener le chat chez le vétérinaire. Donc, ils ont pris le chat, ils l'ont mis dans sa cage, tout ça. Puis quand ils sont arrivés chez le vétérinaire, bon, le chat était en douleur. En plus, le voyagement dans l'auto, la cage, le chat n'a pas aimé l'expérience. À la sortie de la cage, il a graffiné le maître dans le visage. Et bon, les tests ont révélé qu'il avait une appendicite. Alors là, ils ont opéré le chat, tout ça. Alors là, le vétérinaire appelle le maître pour venir chercher son chat. Et la fille dit à son papa, papa, regarde ton visage, tu es marqué à vie, là. Tu vas avoir des cicatrices. Et c'est ça la leçon là, qui s'en vient, c'est que le veuf a dit, non, ma fille, mon chat, il a fait cela parce qu'il était en souffrance. Mais s'il ne souffrait pas, jamais il m'aurait affecté autant ou blessé autant. Puis ça, ma grand-mère, la leçon qu'elle voulait que j'en retire, c'est que les gens sont comme ça aussi. Des fois, ils ont des réactions néfastes, mauvaises, mais il y a une souffrance qu'on ne connaît pas. Mais le veuf, pour ma grand-mère, c'est Dieu. Puis Dieu est capable de voir que derrière cette souffrance, il y a une belle Déborah. Si on enlève cette souffrance ou cet environnement, bien, on n'aura pas le même résultat. Alors moi, je ne suis pas Dieu, bien sûr, je ne peux pas lire dans les cœurs, mais des fois, quand je vois avec un collègue, une amie, puis je vois qu'il y a vraiment comme quelque chose, mais j'essaie de pousser pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ou apprendre à connaître cette personne. Puis des fois, on est très surpris de ce qu'on apprend à connaître cette personne. Quand on apprend à connaître cette personne, on est très surpris de savoir, oh my God, toi, tu réagis seulement comme ça. Moi, j'aurais fait pire que toi. Donc, c'est ça. Donc, c'est de chercher l'or chez les gens, même si ça ne saute pas aux yeux. D'ailleurs, l'or, on ne le trouve pas comme ça, non? Ou une perle, il faut la déterrer, hein? Donc, c'est la même chose avec les gens. On a chacune et chacun notre histoire. Voilà. Puis j'ai tendance à te poser la question concernant ce que tu vois chez nos jeunes. Tu parles de souffrance. Et il y a tellement de mélancolie, de souffrance chez nos jeunes. Ils ne savent pas où se lancer, le sens de la vie.
Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as la chance d'interviewer des jeunes, de travailler avec les jeunes? Parce que chez Monseigneur, Monseigneur Dowd veut vraiment concentrer dans cette année 2026 de travailler avec les jeunes. Bien, moi, bien sûr, j'ai grandi dans la religion catholique. Donc, dans ma vie, on m'a inculqué des notions de spiritualité, de foi. Je me rappelle, si je perdais un objet à la maison, enfant, je priais Dieu pour qu'il m'aide à le trouver. Oui, absolument. Comme si Dieu avait affaire avec ça. Mais c'est pour montrer que c'était important. Puis, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que parce que les jeunes se réfèrent à des choses éphémères, bien, ça ne tient pas. Parce qu'il n'y a rien de plus fort puis de plus concret que Dieu. On ne le voit pas, mais il est là. Donc, si on apprend à nos jeunes de faire confiance à cette force qui est plus grande que l'univers, bien, ça apporte une certaine paix que nos jeunes n'ont pas aujourd'hui. Puis, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une génération où les parents sont tourmentés. Ouais. Mais une maman tourmentée, ça transmet ça à son embryon. Mm. Mm. Alors, nos enfants naissent aussi avec des peurs, des choses qui ne sont pas nécessairement liées à eux, mais qui ont reçu en héritage à cause des parents qui ont un traumatisme. Donc, en tant que parent, ce que je remarque et ce que je dirais, c'est que, un, il faut se guérir pour aider nos enfants. Puis deux, il ne faut pas avoir peur d'apprendre à nos enfants à croire en Dieu, quel que soit le Dieu qu'ils servent. Au fait, le Dieu ne change pas. Tu sais, on peut l'appeler de tous les noms qu'on veut, là, Exact. mais c'est une force. Oui. Il y en a une force. Puis, quand on apprend à nos enfants à croire à cette force ou à quelqu'un de supérieur ou de saint, bien, ça les aide. Ça les aide vraiment. C'est ce que je remarque, moi. Oui, ça les aide au niveau personnel, évidemment, et juste la nature, le silence. C'est difficile d'apprendre à nos jeunes de prendre le temps d'être dans le silence et de méditer, comme tu dis, peu importe ce qu'ils appellent Dieu ou la nature, l'univers, la terre. Mais oui, absolument. Alors, c'est quelque chose que je sais que Monseigneur Dowd tient beaucoup à travailler. Regarder ce qu'on peut faire pour nos jeunes. Qu'est-ce que tu aimes le mieux Qu'est-ce que tu préfères dans la région de Sudbury? Qu'est-ce que tu aimes? Je sais te parler des lacs. Et Laurentienne, oui, ont des belles pistes. Mais c'est vraiment la nature. Moi, je suis une personne très proche de la nature. Je me retrouve en nature. Donc, dès que j'ai la possibilité, je vais dans la forêt, je prends des marches, je prie, je médite. Donc, dès que j'ai cette possibilité, bon, c'est sûr que l'hiver, c'est un peu plus difficile parce que je ne suis pas trop au sport d'hiver. Mais j'ai couru longtemps pendant l'hiver, par contre. Mais des fois, je vais prendre des marches. Juste, je recherche beaucoup le silence. Ça me fait penser à une personne qui m'a dit un jour que le silence ou la méditation, c'est la salle d'audience de Dieu. Donc, quel que soit où on s'en retrouve, puis à Sudbury, il y a des beaux sentiers. Souvent, je vais prendre des marches juste pour le silence, juste pour méditer, juste pour me rapprocher de Dieu. Je peux voir que c'est vraiment... Tu as une paix intérieure qu'on peut voir facilement et je suis certaine que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent le voir en toi. Alors, au niveau de sport, tu dis que tu n'es pas très sportive, mais est-ce qu'il y a des activités en particulier? Je ne suis pas très sportive aujourd'hui, mais j'ai été coach de course pendant des années. Donc, la course a été mon dada pendant des années. OK. J'enseignais la course. D'ailleurs, quand il y a des courses ici à Sudbury, j'y participe. Je suis toujours active, comme je vais au gym, etc. Mais moi, j'aime beaucoup la lecture. Je lis beaucoup. J'aime l'écriture. J'écris beaucoup. J'aime recevoir. As-tu un livre préféré? Bien sûr, c'est le mien. On va s'assurer de le montrer. J'ai hâte de lire. Oui. Mais aussi, je lis un peu de tout. Un livre qui m'a personnellement marqué,
J'ai beaucoup aimé Les Hirondelles de Kaboul Oh, de Yasmina Khadra. je connais pas. L'histoire se passe en Afghan, mais il y a un style d'écriture qui est très imagé, très détaillé, mais léger. Et on parle des femmes voilées, mais partout, hein, du visage, etc. Je ne vais pas trop en dire, mais c'est un livre que c'est pas volumineux, donc c'est très facile à lire. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Excellent. Alors, avant de nous quitter, Déborah, aurais-tu un message particulier à donner à nos gens qui sont à l'écoute? Bien, prenons soin de nous, physiquement et mentalement, parce que on côtoie beaucoup des gens, on côtoie nos enfants, notre conjoint, les membres de notre famille, nos collègues, et moi je me vois comme une boule d'énergie, et quand je passe à côté de quelqu'un, je laisse un peu de mon énergie. Et des fois, je me dis tout le temps, quel genre d'énergie j'ai partagé avec cette personne? Est-ce que c'était revigorant ou c'était épuisant pour cette personne? Mais pour qu'on puisse transmettre une bonne énergie, il faut prendre soin de soi. Donc, il faut se nourrir l'esprit, il faut se nourrir le cœur et aussi physiquement, notre physique. Mais ça va arriver, si je prends un exemple de ma grand-mère, puis je vais laisser sur cet exemple. Dans un jardin, on peut planter des mauvaises choses, mais on peut planter des bonnes choses. Mais même si on prend le temps, on plante que des bonnes choses, la mauvaise herbe va pousser quand même. Donc, on ne peut pas dire, oh, j'ai planté des bons légumes, Non, mais il faut tout le temps cercler, il faut toujours nettoyer. Et c'est comme ça avec notre esprit. Même si on prend le temps, on fait des bonnes lectures, on côtoie des bonnes personnes, mais on est des êtres humains imparfaits. On va avoir des mauvaises pensées de temps en temps. Donc, il faut se ressourcer, il faut nettoyer cela pour qu'on puisse faire un beau partage avec notre voisin. Je dois te dire que ton énergie est très positive. Merci. Pour moi aujourd'hui, et je te remercie au nom des gens qui sont à l'écoute et au niveau du diocèse. Merci beaucoup d'avoir partagé ce beau témoignage. Merci. Merci à tout le monde. Oui, et je te souhaite une bonne année 2026. Vous aussi.